Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce nouveau petit déjeuner organisé par Avisa Partners pour le compte du commandement de la cyberdéfense. Donc l'objectif de ces réunions, vous le savez, c'est de croiser les approches civiles et militaires sur des sujets d'intérêt commun. Et donc la session d'aujourd'hui ne déroge pas à cette règle. On va parler de la bataille de l'attention quand le marketing numérique inspire les campagnes d'influence. Et c'est un sujet dont on va discuter avec trois panélistes que Mériadec Raffray va nous présenter. Mériadec Raffray, vous allez donc animer cette discussion. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions de défense et de souveraineté. Donc je vais vous laisser la parole en 2 minutes. Mais juste avant, un petit rappel pour tous ceux qui nous suivent en ligne sur Livestorm ou sur LinkedIn. N'oubliez pas, ou n'hésitez pas en tout cas, à poser vos questions dans la brique de commentaires. On prendra à la fin quelques questions s'il nous reste un petit peu de temps, ce qui je pense sera le cas. Voilà, écoutez, je vous laisse, Mériadec, et donc vous présenter les trois intervenants et donc mener cette discussion. Merci beaucoup. Bonjour à tous, vous qui êtes présents dans la salle et vous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux. Je crois que vous êtes assez nombreux à vous être inscrits en ligne. J'espère que vous allez nous être fidèles pendant l'heure et demie que nous allons passer ensemble sur un sujet à la fois complexe, passionnant, puissant. Aujourd'hui, l'influence sur les réseaux sociaux, dans le monde numérique, le marketing digital, c'est un outil qui est à la fois puissant, systémique et que tout le monde utilise. Nous allons nous concentrer ce matin sur le thème suivant, dont je rappelle en fait le thème de la conférence, la bataille de l'attention quand le marketing inspire les campagnes d'influence. Alors pour essayer de planter un peu le décor avant de passer la parole et d'ouvrir la discussion avec notre panéliste d'experts, je vous propose évidemment de rebondir sur le mot bataille, ce mot bataille qui renvoie évidemment à l'actualité la plus brûlante, le retour de la guerre en Europe, ce conflit en Ukraine qui nous rappelle d'une part combien l'influence, la propagande, les manipulations, je crois que les 3 mots sont importants, dans la sphère cognitive ou la sphère informationnelle, sont consubstantielles désormais des affrontements. De quelle façon, finalement, à l'instar des grandes conquêtes commerciales et économiques, qui ne se déroulent plus aujourd'hui depuis déjà pas mal de temps sans l'aide du marketing digital, ces techniques se sont-elles invitées au cœur de cette guerre ouverte, militaire et destructrice, comme on peut le suivre. Alors, cette loi est bien sûr la résultante de la puissance des outils numériques, je le disais tout à l'heure, ces réseaux sociaux, ces plateformes qui permettent aux messages d'être diffusés de manière instantanée, systémique, ciblée, d'être repris, commentés, personnalisés, etc., etc. On va voir ensemble tout le champ des possibles qu'ont investi les gens qui représentent tous ces experts du monde du secteur privé. Le chercheur et directeur des études à l'IRIS, François Bernard Huyck, qui est bien connu, qui connaît bien ces questions-là, qu'on voit souvent dans les médias, avait écrit un ouvrage en 2008 intitulé « Maître du faire croire ». Il qualifie aujourd'hui volontiers la guerre informationnelle à laquelle se livrent les Ukrainiens et les Russes de guerre du quantitatif ou de guerre de l'attention, de concepts intéressants. Si l'on s'arrête sur ce que fait finalement le camp ukrainien, qui, de l'avis de tous, est vainqueur par chaos dans ce segment de la guerre, le but, on le voit bien, est de saturer les canaux par un flux d'informations continu. L'effet majeur, pour reprendre un terme militaire, poursuivi par Kiev, n'est pas tant finalement d'informer que de retenir l'attention et, in fine, de convaincre. Un peu finalement comme une marque commerciale qui cherche à séduire et à persuader. À l'instar des équipes d'ailleurs du président Zelensky, dont il se murmure qu'ils se sentent entourés des meilleurs spécialistes du monde privé, de plus en plus d'acteurs étatiques s'inspirent des méthodes mises en place par les grandes entreprises, les agences spécialisées pour mieux cibler, capter, engager des publics. C'est l'objectif de ce débat organisé par les équipes d'Avisa Partners et suscité par le commandement de la cyberdéfense de l'état-major des armées, en 1 heure et demie finalement, de mieux comprendre quelle est la mesure de ces outils et de ces techniques devenues dans quelle mesure ces outils et ces techniques devenus indispensables à nos entreprises peuvent être maniés au profit de ce que les militaires français du COM Cyber, donc du commandement de la cyberdéfense, appellent la lutte informatique d'influence, ou, parce qu'on aime bien les acronymes dans les armées, la L2I. Hein. Voilà. Donc alors, si vous me permettez, pour replacer notre conférence dans ce champ particulier, un mot sur
ce qu'est aujourd'hui cette fameuse lutte informatique d'influence. Je vous en rappelle une définition qui a été donnée de manière officielle et publique par la ministre des Armées et le chef d'état-major des Armées lors de la présentation de cette doctrine le 20 octobre dernier. Les opérations militaires, disent-ils, conduites dans la couche informationnelle du cyberespace, elles visent à détecter, caractériser, contrer des attaques, renseigner, faire de la déception ou appuyer la communication stratégique. Le tout, je continue la citation, en vue de limiter la propagation délibérée de fausses informations, d'informations biaisées à des fins délibérément hostiles. Donc je le disais, cette doctrine qui a été dévoilée publiquement par les armées le 20 octobre dernier fait suite à deux autres pans doctrinaux intégrés par ce récent commandement de la cyberdéfense française. D'une part, la lutte informatique défensive, ou la LID, qui a été publiée en 2018, puis la lutte informatique offensive, la LIO, publiée en 2019. Le général Burkhardt, le chef d'état-major des armées, disait le 20 octobre dernier, il est important de conserver l'initiative dans ce champ de bataille, de conflictualité, et de pouvoir y manœuvrer. Et pour cela, disait-il, il faut accepter une prise de risque, car c'est par l'audace que nous créons, dit-il, un rapport de force favorable, à condition, a précisé d'ailleurs la ministre, que les règles d'engagement soient très claires. Je cite Florence Parly, « Il n'y a pas d'opération informationnelle sur le théâtre national. Ces opérations informationnelles ne sont réalisées que dans le cadre de théâtres d'opérations extérieures. Elles ne visent pas à déstabiliser un État étranger à travers des actions qui viseraient ses processus électoraux, par exemple. La France, précisait-elle, ça me paraît important, assume une asymétrie éthique liée évidemment à l'application des règles, de l'ensemble des règles du droit international, du droit de la guerre, du droit des conflits armés. Voilà, et enfin, peut-être pour terminer cette petite remise en perspective, les experts, les spécialistes de la ComCyber, du ComCyber aujourd'hui, sont comme finalement tous les spécialistes institutionnels, très allants. En fait, ils créent énormément de ponts avec l'écosystème privé. Vous en êtes, mesdames et messieurs, l'exemple aujourd'hui. Le ComCyber a d'ailleurs, comment dirais-je, mis en place ce qu'il appelle la Cyberdéfense Factory, qui a été inaugurée en 2019 et qui permet justement, dans un endroit précis, de pouvoir faire fructifier les contacts importants avec les entreprises, de tester, d'améliorer leurs solutions. Voilà. Donc c'est, je crois, dans cet esprit que, Madame et Messieurs, vous avez été conviés à expliquer finalement aujourd'hui quels sont les secrets de vos recettes. On attend vraiment ce matin de vous trois que vous nous livriez la substantifique moelle de ce qui fait votre expertise et donc votre succès dans le monde privé. Alors, nous allons parler ce matin de killer contents, de nudge, de bulles de filtre, de chambres d'écho, d'effets de loupe, de plateformes algorithmiques, de biais cognitifs et autres concepts aussi abscons que puissants. Bienvenue dans la planète du marketing digital. Et pour en parler, je ne suis moi pas compétent, je vais vous présenter tout de suite, sans attendre, nos trois panélistes, en commençant par Marie-Irène Rochette. Bonjour Marie-Irène, vous êtes social media et e-influence manager chez Engie. Donc Engie, tout le monde connaît, pour faire simple et en langage journalistique, pardon, vous êtes en charge de l'influence du groupe sur Internet et vous êtes en charge d'animer en particulier une filière de 200 communicants maison sur les réseaux sociaux. C'est à peu près, c'est à peu près ça. Juste pour donner comment dirais-je, une échelle de mesure, il y a combien de personnes dans le groupe Engie? Plus de près de 170 000 à travers le monde. Donc voilà, on voit bien tout l'enjeu qu'aujourd'hui revêt pour un groupe comme Engie, qui travaille sur des sujets évidemment qui ne sont pas des sujets pour les consommateurs de base. Il ne s'agit pas de vendre des chaussures ou des tomates, avec tout le respect que je dois aux vendeurs de chaussures et de tomates. Il faut de tout pour faire un monde, mais ce sont des sujets complexes, techniques, qui engagent des problématiques économiques, macroéconomiques, de souveraineté. On va en reparler. Tout à fait. Aymar Leclerc. Bonjour Aymar. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le dirigeant de l'agence digitale Hector. Agence digitale, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Vous êtes à la tête d'une équipe de 30 collaborateurs et vous pratiquez deux métiers qui aujourd'hui nous intéressent plus particulièrement, sur lesquels on reviendra au cours de ce débat.
Vous êtes un spécialiste de la conception de contenu et d'outils de communication. Et vous êtes également un expert de l'acquisition de cibles sur Internet. Est-ce que ça... Ça correspond exactement à la description et à ce qu'on fait. On travaille sur 2 leviers qui sont vraiment la conception et la création de dispositifs de communication interne et externe et tout ce qui est levier de marketing, acquisition de trafic et de clients pour le compte de nos clients. Un mot sur vos clients, sans citer de nom bien sûr, on va essayer de rester aujourd'hui, on va pas citer de clients, mais simplement pour expliquer aux gens un peu qui sont les interlocuteurs avec lesquels vous travaillez au quotidien. Ce sont des grandes marques, ce sont... Alors c'est des grandes marques, c'est des organisations qui sont différentes, de tailles différentes, beaucoup d'acteurs du privé et aussi quelques institutionnels. La difficulté effectivement sur un événement public, c'est qu'on ne peut pas forcément diffuser et parler des cas concrets chez nos clients par confidentialité. En tant qu'agence, notre métier c'est justement de les aider sur ces problématiques d'influence et donc du coup de rester derrière pour mettre en place les modèles qui leur permettent d'aller toucher leur cible. Pour faire simple, vous aidez des gens à vendre des choses. Exactement. Donc là, on fait une action, il faut une réaction immédiate, c'est-à-dire des ventes qui augmentent. Exactement. Voilà. Et vous faites aussi des choses qui sont plus liées à l'influence sur le long terme, plus conceptuelles. Exactement. Voilà. Clément Briget, bonjour. Vous êtes dirigeant et cofondateur du cabinet de conseil, c'est bien ça la nuance. Voilà. Digital Insiders. Vous êtes à la tête d'une équipe d'une 12aine de collaborateurs et d'un réseau de correspondants sur plusieurs continents. Vous pratiquez, pour résumer pour vos clients, la gestion de réputation, la veille et l'analyse de sources sur Internet, également l'influence. Exactement. Pour compléter, oui. on travaille principalement avec des grandes marques, c'est-à-dire ça ne veut pas forcément révéler la taille des organisations. On en parlait au téléphone, on travaille aussi bien avec des PME comme des clubs de foot, enfin des clubs de foot qui sont des PME généralement, mais qui ont des marques internationales. Voilà, qui ont une problématique systémique internationale. C'est ça exactement, mais aussi, enfin c'était plus pour donner l'exemple, mais après évidemment l'industrie du luxe, l'industrie de la cosmétique, de l'alimentation rapide, surtout des marques qui ont une empreinte internationale, qui sont connues de tous, et du coup on parle beaucoup d'elles sur Internet, ce qui veut dire beaucoup de données à analyser et beaucoup de travail en termes de conquête, persuasion et influence. Merci beaucoup Clément. Alors pour évoquer le sujet qui nous rassemble, je vous propose, si vous voulez bien, de découper un petit peu nos débats en 4 ou 5 grands temps, en commençant par un peu une présentation de ce qu'est pour vous aujourd'hui le marketing digital, les outils, la manière dont vous les utilisez, puis aussi la mesure de la performance de ces outils, parce que c'est pas le tout d'avoir des outils, mais il faut pouvoir mesurer leur portée. On va s'intéresser ensuite plutôt davantage à ce qu'on appelle l'économie de l'attention, dans un univers hyper saturé. On va ensuite parler des biais cognitifs. Ensuite, on fera vraiment un point précis sur la manière dont les messages qui sont intégrés, poussés, voire même livrés dans cet espace-là peuvent intégrer en fait un storytelling public. Voilà. Et puis on terminera peut-être, si on a un peu de temps, sur la partie gestion de crise. Voilà, enfin, et ce sera évidemment un débat très interactif. J'espère que tout le monde m'entend bien et que sur les réseaux sociaux aussi, je regarde le technicien. Ouais, c'est bon? Ok. Alors, on attaque le marketing digital. Plutôt que le marketing digital, d'ailleurs, certains experts, je crois que c'est vous, Marie-Irène, qui m'avez soufflé ce terme, je ne sais plus, je crois, certains utilisent l'expression de marketing holistique. Autrement dit, finalement, l'art, c'est vous? Non, c'est pas vous. Non, c'est pas moi. C'est pas vous. Mais bon. c'est pas grave, je comprends cette notion. Voilà. Autrement dit, l'art d'inscrire finalement une problématique individuelle ou précise ou ponctuelle dans un tout. Alors, justement, Marie-Irène, quelle est, votre définition du marketing digital? Vous êtes, je commence par vous, parce que vous avez une position, vous êtes comment dirais-je, vous achetez en fait des prestations de ces messieurs, enfin peut-être pas eux, bientôt peut-être eux, mais pas encore, mais voilà. Ou tout au moins leurs concurrents. Voilà leurs concurrents. Et voilà, vous les utilisez et vous êtes finalement celui qui, comment dirais-je, client. Vous êtes le client et vous conceptualisez la manière dont vous allez utiliser ensuite les outils. En fait, il y a plusieurs choses dans le marketing digital, en tout cas, et quand vous dites holistique, alors c'est pas moi qui vous ai soufflé ce mot-là, mais il y a une chose, c'est que en fait, sur le digital, on doit prendre en compte
toutes les composantes de ce qu'est la communication. Avant, c'était très segmenté, on avait les relations presse, le journal de l'entreprise ou de l'institution, les événements, les stands, etc. etc. Et les relations publiques. Aujourd'hui, sur le digital et encore plus sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des canaux, enfin en tout cas à mon sens, des canaux de communication, mais des plateformes de communication où tout se passe. Des relations presse, de la relation client, du contenu, de l'achat média, du marketing direct digital, si on peut dire, etc. Et en fait, pour la première pierre, on va dire le premier pilier quand on fait du marketing digital, et notamment d'un point de vue un peu plus institutionnel qu'en termes de retailer, en fait, c'est de se dire, OK, ma marque, donc mon entreprise, qui elle est, comment elle est représentée sur les digital, comment on peut l'analyser, qui parle de moi, qui parle de mes sujets, qui parle de mes concurrents, et quel est vraiment l'impact de ma marque sur les différents réseaux sociaux. Et pour ça, il faut avoir plusieurs typologies d'outils, parce que toutes les plateformes ne se ressemblent pas, il y a des API fermées, voilà, il y a des choses qui sont plus enfermées. On va rentrer un peu dans les détails. Mes collègues vont pouvoir bien le dire, mais en tout cas, le premier pilier, c'est d'analyser ce qu'on appelle l'e-réputation. Parce que c'est là où on va détecter nos opposants, ce que j'appelle le ventre mou, ceux qui n'ont pas vraiment d'idée et qu'on doit expliquer le pourquoi des choses, etc. Et pour ça, on s'appuie évidemment sur des prestataires qui ont énormément d'agilité et surtout qui sont des sachants techniques de ces outils-là. D'accord. Donc ce que l'on comprend, c'est avant la technologie, avant d'activer la technologie, il faut d'abord activer du jus de crâne, de l'intelligence, de la réflexion et de la co-construction, de la co-réflexion. Hein. C'est un présupposé que vous avez bien fait de rappeler, sur lequel on va revenir pendant ces débats. L'outil, tout seul, n'est rien sans le cerveau humain. Et ça, je pense. Alors, Clément, quels sont pour vous, où commence et où s'arrête le marketing digital? Quelles sont les frontières de ce marketing? Par exemple, est-ce que la publicité en ligne appartient-elle à ce monde-là ou à celui de la pub traditionnelle? Expliquez-nous un peu où commence et où s'arrête le marketing digital de votre point de vue, à la fois d'utilisateur d'outils, mais aussi de concepteur. Ouais, alors du coup, le marketing holistique, c'est moi qui avais dû le souffler. Voilà, je savais que c'était l'un de vous. Mais c'est cette notion, effectivement, où jusqu'à encore, il y a 2-3 ans, on avait l'habitude de siloter marketing digital du marketing traditionnel, comme si c'était très séparé. Et encore, toutes les organisations évoluent à une vitesse et une maturité différentes. Mais ce qu'il faut, nous, la façon dont on pense et dont on parle marketing à nos clients, c'est cette notion de owned, earned et paid. C'est-à-dire owned, c'est les canaux que vous maîtrisez, donc vous avez la maîtrise totale et donc sur laquelle vous pouvez émettre votre message sans contradiction, sans disruption de votre message. Historiquement, c'est le canal avec lequel toutes les organisations, les marques sont les plus à l'aise parce que ça s'appuie sur les réflexes historiques de la télévision, la presse, où finalement notre message va être retranscrit quasiment tel quel. Le earned et le paid, alors je vais parler du paid et on va finir par le earned. Le paid, effectivement, c'est attribuer un budget pour aller toucher une cible en disant je ne suis pas sûr de pouvoir atteindre un certain public parce qu'il ne s'intéresse pas à mon sujet, il ne s'intéresse pas à ma marque. Et donc du coup, je vais payer, je vais acheter de la publicité sur Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. pour aller toucher mon public. Et le dernier point, c'est le earned. Et donc là, ça se rapproche plus justement des thématiques d'influence. C'est que là, on cherche justement à faire réagir les gens ou à faire parler les gens sans forcément qu'on soit, on va dire, contributeur à la conversation. Et ce modèle owned, earned, paid, il est généralement un bon modèle de reporting. Hein, c'est une façon de remonter l'information, de la trier, de l'analyser. Mais c'est aussi une bonne façon de penser à ce marketing digital en disant si les gens, est-ce qu'ils parlent de moi, est-ce qu'ils interagissent avec mes publicités ou est-ce qu'ils interagissent avec les posts ou les communiqués que je mets sur les plateformes que je maîtrise. Alors, je vais faire le journaliste taquin. Je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment répondu à ma question. Okay, le own, le earn, le paid. Alors, est-ce quoi? C'est le earn qui correspond au marketing digital? Et donc, le marketing digital, finalement, il englobe tout ça.
Mais effectivement, quand on parle marketing digital, on a tendance à penser surtout, si on pense à ces trois éléments-là. D'accord. Et le marketing digital, c'est comment faire pour aller activer ces leviers de façon à atteindre un objectif, généralement de conversion ou de persuasion, ou se faire connaître. Mais là, on parle vraiment de marketing. D'accord. Donc le marketing digital, c'est la capacité à activer ces types de canaux. C'est ça. D'abord et avant tout. Exactement. Okay. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de marketing digital, on pense à ces outils digitaux parce que ça se passe en ligne. Ouais. Mais les réflexions, le jus de cerveau dont on parlait juste avant, il doit se faire en considérant le public quand il est connecté et quand il n'est pas connecté, parce que finalement aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de online-offline, en tout cas. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Merci beaucoup Clément pour ces éléments de compréhension. Emma, comment vous analysez-vous les frontières du marketing digital ou la définition que vous en avez? Alors, si on donne une définition, c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'identifier les différents comportements effectivement des cibles et des consommateurs, et l'ensemble des techniques qui va permettre de les toucher après de manière assez directe. Il y a une analogie que j'aime bien, qui n'est pas de moi, et qui permet de bien comprendre quels sont les enjeux du monde connecté. C'est celui de la représentation d'un cocktail. Vous imaginez un cocktail avec deux possibilités. La possibilité de monter sur une estrade et d'adresser un message à l'intégralité des gens qui sont présents à ce cocktail. On voit que le message il est compliqué parce qu'en fait vous avez plein de groupes qui sont formés pendant ce cocktail avec des sujets de conversation qui leur sont propres. Différentes communautés du coup avec leur propre code, et vous avez ce moyen du coup un peu la méthode, on va dire, je vais utiliser le mot, mais la méthode américaine qui serait de monter sur l'estrade, d'assumer son discours, de le dire de manière très très forte et de s'adresser à l'ensemble des personnes, où vous avez la méthode qui est peut-être plus chirurgicale et plus précise, qui est d'aller convaincre chacun de ces différents groupes, les identifier, comprendre de quoi ils parlent, la façon dont ils parlent, et du coup de s'adresser à eux de manière séparée. Alors si on imagine à ce cocktail la possibilité de toucher, par exemple, on va prendre juste un cas assez simple. On imagine vouloir toucher tous les gens qui ont une appétence pour l'Italie, par exemple, à ce cocktail. Vous avez la possibilité effectivement d'identifier des influenceurs qui seront peut-être un prof d'italien, qui seront des gens qui connaissent l'Italie, qui sont venus avec peut-être des Italiens à ce cocktail, donc qui auront cette capacité d'aller tous les toucher un par un. Et puis vous avez aussi la possibilité, dans ce monde connecté, de créer un espèce de hub qui serait par exemple de mettre un stand avec un chef italien représentant de la gastronomie italienne et qui du coup attirerait les différentes personnes qui ne sont pas forcément identifiées, mais qui viendraient du coup sur ce stand pour pouvoir discuter. Et voilà la manière très très simple de comprendre le monde connecté et de voir comment est-ce qu'il fonctionne. Il fonctionne exactement quelque part comme dans la vraie vie et dans la vie réelle. Et en fait, ce fonctionnement par analogie que l'on a et qu'on utilise parfois avec nos clients permet de bien comprendre à qui on s'adresse, comment on s'adresse et quels sont les moyens et les techniques que l'on a pour pouvoir justement toucher ces différentes cibles. Et quand on passe par cette analogie-là, généralement, c'est beaucoup plus simple de répondre à une problématique et de la travailler de la manière la plus concrète possible. Quand j'ai parlé avec Emma, je lui ai demandé de me dire quelle était la spécificité de son agence, parce que évidemment, comme toutes les agences, il fait tout bien. Donc l'idée, c'était de se démarquer. Il m'avait dit on est pragmatique et efficace. Voilà, une bonne. Voilà. Non, mais en fait, l'idée, je crois, qu'il faut retenir derrière ça, c'est que le marketing digital, c'est pas un truc fumeux, c'est pas un truc pour un télo américain d'une université de la côte Est. C'est un truc très concret, très pragmatique et qui s'appuie, on y vient maintenant, sur des outils techniques. Pas forcément d'ailleurs utilisables uniquement par des experts, mais des outils très techniques. Alors justement Clément, pour rentrer dans le détail, et pour tenter d'organiser peut-être une présentation des outils, parce qu'on peut partir dans tous les sens, à la disposition aujourd'hui des praticiens du marketing digital, vous m'avez soufflé finalement une forme de catégorisation que vous pouvez peut-être développer. Il y aurait en quelque sorte, selon vous, des outils d'intelligence digitale de type un peu passif, un peu comme les sonars passifs des sous-marins qui écoutent. Hein. Et puis, il y aurait des outils qui seraient plus actifs. Alors, je ne dis pas offensifs, mais pourquoi pas, à la limite, des outils plutôt davantage de création comment dirais-je, de création et d'édition de contenu. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ces deux catégories, si elles vous vont bien Alors, sur la notion, effectivement, les métaphores, on va les garder, effectivement. Côté passif, c'est vraiment une des premières briques, c'est la notion de
d'analyse et donc ce qu'on appelle aussi le social listening ou la social media intelligence. C'est des outils qui vont jouer un rôle d'aller capter tout ce qui est public, tout ce qui est ouvert sur le web, soit parce qu'ils peuvent aller avec leur propre robot, leur propre crawler, chercher l'information sur les sites, sur les blogs, sur les forums, soit parce qu'ils ont des accords avec les réseaux sociaux et donc ils peuvent capter de manière massive les tweets, les posts sur Instagram, les posts sur TikTok, etc. Et ces outils-là, leur rôle, c'est vraiment d'aller capter et permettre à des analystes de comprendre ce qu'il se passe sur un ensemble de mots-clés. Donc on rentre des mots-clés, on dit voilà, ce sujet-là m'intéresse, ça va capter ou plutôt présenter tout ce que les gens ont dit sur ce mot-clé-là, ou un ensemble de mots-clés, hein, et permettre à des analystes de faire une analyse, comprendre ce qui se dit, comprendre les communautés qui s'expriment, et ensuite faire leur rapport. Si on continue dans cette chaîne, donc il y a plusieurs types d'outils d'analyse, et si je peux donner 3 exemples. Oui, allez-y, rentrez un peu dans le détail, je pense, c'est intéressant. intéressant. Le SIG, sur le dernier appel d'offres de l'année dernière, les 3 gagnants. Le SIG, c'est le service d'information gouvernementale. Oui, merci, effectivement. Et donc, ce service d'information gouvernementale a choisi 3 gagnants dans cet appel d'offres. Un qui s'appelle VisiBrain, donc qui sont spécialisés, enfin, ils font tous à peu près la même chose, mais ils vont tous capter la data sur Twitter et notamment et Facebook côté VisiBrain. Côté Talkwalker, c'est un outil qui est un peu plus généraliste, c'est-à-dire qui se spécialise dans la couverture de beaucoup plus de sources, et notamment les blogs, les médias, etc. Et les réseaux sociaux. Et enfin, un autre outil qui s'appelle Newswhip, qui est un outil d'une société irlandaise, qui eux se spécialisent plus dans l'engagement. Et donc ils vont aller capter ce qui se dit, enfin plutôt pas ce qui se dit, mais plutôt ce qui se partage ou ce qui engage sur Facebook. Et donc on peut avoir une vision de à quoi pensent certaines communautés, ou qu'est-ce qu'elles partagent, qu'est-ce qu'elles regardent en ce moment sur Facebook. Juste un mot, le taux d'engagement, un mot là-dessus quand même, parce que peut-être que tout le monde ne comprend pas exactement ce que recouvre cette notion. Ouais, donc l'engagement, pour définition, l'engagement c'est tout comportement vis-à-vis d'un contenu en ligne, c'est-à-dire suivre un contenu, le liker, hein, ou mettre un emoji colère par exemple, le commenter ou le partager. Ou cliquer et visionner une vidéo. Ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire la personne, au lieu d'avoir consulté le contenu de manière très passive, elle va agir dessus. Elle va montrer un signe d'interaction avec. Alors, ensuite, un mot sur le versant actif de ces outils. Pas forcément offensif, peut-être offensif, je ne sais pas comment vous voyez les choses. C'est pas forcément offensif, mais c'est effectivement, une fois qu'on a compris, on a analysé avec ces outils-là, on va passer à la phase de communication. Donc c'est pas forcément offensif, mais dans cette notion de, on réagit ou on crée. Et ces outils-là, c'est des outils de publication. C'est des outils de création de contenu. Donc souvent, on va créer notre contenu, ensuite on va le diffuser sur les réseaux sociaux. L'intérêt de ces outils-là, c'est la multipublication, c'est la gestion. On peut mettre plusieurs équipes sur un même compte social. Et là, pour donner des exemples, on a des outils comme Facelift ou des outils comme Sprinkler. Voilà, je donne des noms d'outils. Mais ces outils-là, effectivement, permettent effectivement la publication, la gestion du contenu et aussi de voir les gens qui réagissent à notre contenu. Donc ce sont des outils qui sont sur le marché, disponibles pour tout à chacun. Exactement. Ah ouais. Et vous me parliez également de bases de données, c'est marrant, vous les mettiez dans ces outils actifs, des bases de données sur les influenceurs, les détracteurs, etc. C'est ça. Donc quand on en arrive, et donc là on parle un peu de la partie gestion d'influence, mais donc forcément quand on parle de gestion de l'influence, on parle d'influenceurs ou en tout cas de personnes clés dans des communautés que l'on veut atteindre. Mais ces personnes-là, et je pense qu'on y reviendra aussi, il faut développer une relation long terme avec elles. C'est pas juste on va y revenir. Je l'active, je m'en vais. Et donc il faut du coup avoir un historique de ces relations avec ces personnes-là. Il faut les avoir en base. Donc on parle souvent d'outils de gestion d'influenceurs. Je ne sais pas si mes collègues auront une opinion là-dessus, mais aujourd'hui, un fichier Excel, c'est souvent une bonne première base à employer. Pas forcément besoin d'utiliser des outils sur le marché. Merci beaucoup Clément. Alors Aymar, vous qui êtes aussi un utilisateur de ces outils, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les tendances des outils qui montent en puissance aujourd'hui chez les experts? Est-ce qu'il y en a certains qu'on ne connaissait pas il y a quelques mois et qui aujourd'hui vous semble promis à une belle carrière? Quel est un peu l'état des lieux de la mode ou de la montée en puissance des outils aujourd'hui, puisque j'imagine que les institutionnels connaissent déjà un certain nombre d'outils.
Mais voilà, vous êtes à la pointe de ce qui se fait. Alors en matière peut-être de tendance, et notamment de tendance sur le marketing digital en tant que tel, on en a plusieurs. On a toute l'émergence des chatbots, c'est tous les agents conversationnels que vous pouvez trouver sur les différents sites. Ces agents conversationnels qui vous aident à vendre, qui répondent et qui interagissent avec les visiteurs des différents sites et qui les aident à vendre de manière en fait quelque part déshumanisée et dans des scénarios qui ont été précisés au préalable. On a toute l'émergence du social commerce qui a eu une grosse montée en compétences, notamment avec les confinements. C'est-à-dire qu'en gros, toutes ces plateformes aujourd'hui donnent la possibilité de vendre directement auprès de leur audience. On a l'émergence du podcast en termes de contenu. Le podcast qui est un média qui est un format qui est en train de vraiment exploser puisqu'on a plus de 20% à peu près d'augmentation d'écoute liée à cette. Je confirme. Liée à ce format-là en fait qui est vraiment un format qui permet de distiller des contenus longs, typiquement dans une problématique de bataille de l'attention. Alors nous c'est marrant parce que dans un contexte civil, on parle d'écologie de l'attention. On voit bien que ces deux notions, elles représentent quand même un bien précieux dont il faut prendre soin. Et ces deux notions se rejoignent, que ce soit bataille ou que ce soit écologie de l'attention. Mais on comprend bien que du coup, le podcast a cette vocation du coup de fournir des contenus plus longs, plus intelligibles quelque part, parce qu'on a le temps de pouvoir donner un contenu de manière beaucoup plus longue. Plus long, c'est-à-dire un podcast aujourd'hui qui cartonne en termes de longueur, c'est quoi ? Alors on n'a pas forcément on va dire que c'est entre 20 minutes et 20 et 30 minutes à peu près le format le plus classique. Après surtout cette notion de podcast, elle permet de s'inscrire dans une notion de série, c'est-à-dire qu'on peut renvoyer à d'autres contenus plus longs et surtout elle permet vraiment pour le coup à l'auditeur de l'utiliser, de le consommer ce contenu comme il a envie de le consommer et quand il a envie de le consommer surtout puisque le sujet c'est quand même le temps. C'est surtout le temps. En marketing d'influence, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près un client sur deux qui intègre la notion de marketing d'influence dans sa stratégie digitale, là où ce n'était pas forcément le cas les années précédentes. Et qu'est-ce qui explique ce phénomène ? On a toute la montée du social commerce, c'est-à-dire qu'en gros, les ambassadeurs, donc tous les influenceurs qui sont présents sur les réseaux sociaux ont cette possibilité de vendre, donc sont utilisés par les marques pour pouvoir vendre. Et on a un autre phénomène qui n'est pas toujours analysé comme tel, mais on a toute la montée des adblocks. Donc des adblocks. Quand on parle d'adblocks, c'est tous les bloqueurs de publicité que vous pouvez mettre en place sur vos propres navigateurs et qui forcément sont un frein pour les marques, puisque les marques ont plus de difficultés à utiliser la publicité. Donc ça veut dire que plus on va freiner la publicité, et plus le marketing d'influence va être capable de se développer. On va l'utiliser pour se développer. Donc il y a une tendance entre le marketing d'influence et la publicité qui tend une frontière qui commence à se réduire de manière assez forte parce qu'en fait, en gros, c'est un enjeu pour les marques et c'est un moyen pour les marques de continuer à toucher leurs propres audiences et du coup d'être en capacité de vendre tout simplement. Voilà. Peut-être un dernier mot parce que c'est intéressant, on est vraiment dans le cœur du sujet. Vous me parliez de plateforme no-code pour employer encore un jargon technique. Vous me disiez que c'est une tendance qui devient lourde. Un mot sur ces plateformes no-code, qu'est-ce que c'est et quel est l'intérêt ? Alors les plateformes no-code, c'est effectivement toutes ces bases, et Clément en parlait juste avant, toute cette partie base de données qui est en fait la possibilité de pouvoir analyser la data. On a de plus en plus de data et c'est de manière exponentielle. Simplement la capacité de traitement de cette data, elle n'est pas toujours bien prise en compte. Il y a une culture aussi par rapport à l'interprétation de la data qui n'est pas toujours présente chez la plupart des annonceurs avec lesquels on travaille. Et ces plateformes no-code, en fait, c'est la possibilité de développer des applicatifs ou des outils sans avoir besoin de grandes connaissances en matière de code et qui permettent de faire de la gestion et de l'administration de bases de données, donc qui permettent de mettre en place des processus métiers, qui permettent d'analyser cette data, qui permettent du coup d'être plus efficaces en termes de dispositifs de communication. Pourquoi ? Parce que les dispositifs de communication ne sont réellement efficaces si on met derrière l'organisation qui va bien et qu'on développe et qu'on prend en compte l'organisation qui doit y répondre. Et ça, c'est vraiment un parent pauvre de la communication. On se focalise beaucoup sur les messages, on se focalise un peu moins sur les cibles. Alors quand on parle du mode d'organisation dans lequel il faut être, de gestion du temps réel, là je peux vous dire que c'est un sujet qui est beaucoup plus complexe parce qu'il intéresse moins. Or c'est le nerf de la guerre si je peux. Alors, je comptais bien vous faire réagir sur ce sujet-là. Mais avant, Marie-Irène, alors je crois que vous n'avez pas internalisé ce type d'outils ou en tout cas de plateforme. Alors deux questions. Pourquoi vous externalisez
ce type de service? Et puis, un mot sur les plateformes, les outils. Est-ce que vous êtes, vous inscrivez dans cette tendance de l'écologie de l'attention avec des podcasts un peu plus longs qui permettraient à des entreprises comme la vôtre, qui ont des messages un peu complexes et subtils à faire passer, de trouver là des supports plus adéquats avec vos contraintes? Alors, oui, en effet, nous, on a externalisé, pour répondre à votre première question, on a externalisé, en tout cas au niveau de la direction de la communication du groupe, cette veille, on va dire, cette veille de l'e-réputation par une agence externe, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ces agences sont beaucoup plus agiles et c'est leur métier, et ils ont des data scientists que nous, on a en interne, mais sur d'autres sujets, les sujets d'ingénierie énergétique et tout ça. Mais en tout cas, on n'est pas une entreprise de la tech, donc voilà. Et ça nous permet aussi d'avoir un tiers de confiance, là aussi, qui peut avoir une analyse, on va dire, plus objective des choses. Parce que quand on avait tenté d'internaliser cette veille-là, le seul truc, c'est qu'on a une loupe grossissante. On voit nos sujets dans une loupe grossissante en disant « c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible », alors que quand on le met à l'échelle de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur le net, en fait, ça n'a pas grand impact. Et ça, c'est très important d'avoir une analyse et de mettre en regard des autres actualités. Le truc complètement... un exemple, le jour où la reine d'Angleterre va mourir, toute autre actualité n'existera pas, en fait. En tout cas, pendant quelques heures sur le net. Donc, en fait, c'est une réalité. On a eu le cas quand on a eu une petite crise il y a quelques années, même il y a une dizaine d'années, et c'est tombé le jour de la mort de Michael Jackson. Vous avez eu la chance. Alors, merci la chance, non, donc il a fallu traiter ce sujet sensible, c'est pas une crise, ce sujet sensible, etc. Mais en tout cas, ça n'a pas eu l'écho que ça aurait peut-être eu sans la perte de Michael Jackson. Et donc, en fait, c'est des tiers de confiance qui nous permettent d'objectiver. Et surtout, on parle surtout de sujets sensibles et tout ça quand on parle de veille, mais aussi ça nous permet d'ouvrir et de comprendre qu'il y a des opportunités de prise de parole. Tout n'est pas négatif. Quand on parle d'une marque et d'une entité sur les réseaux sociaux, il y a des prises de parole par des personnes lambda, plus ou moins avec plus ou moins d'influence, mais qui sont importantes à prendre en compte. On va revenir sur ce sujet-là. Voilà. Donc, et peut-être un dernier mot rapidement sur les podcasts. Alors, les podcasts, on en fait surtout pour notre marque employeur, en fait, et au niveau de la durée, en fait, mais tout dépend du sujet. C'est comme quand je dis à mes collègues, les vidéos sur les réseaux sociaux, ça doit être très très court, 20 secondes, c'est parfait. Mon collègue de l'achat média. En même temps, quand il y a des influenceurs qui font des vidéos de 45 minutes et qui ont près d'1 million de personnes qui regardent, tout dépend du sujet et comment c'est présenté. Alors justement, ça tombe bien, la mesure de la performance de ces outils, on va s'arrêter un instant sur ce sujet-là, ce que vous appelez dans votre jargon les KPI, les Key Performance Indicators. Aymar, vous avez dit tout à l'heure, vous avez laissé entendre tout à l'heure que pour vous, la performance, c'est on agit et il doit y avoir une réaction, c'est-à-dire une vente. Vous avez parlé du social commerce, c'est-à-dire ces réseaux sociaux où en fait on rencontre des influenceurs et les influenceurs sont en capacité de nous vendre dans la foulée quelque chose. Quels sont les indicateurs aujourd'hui de la performance en fait du marketing digital? Comment vous la mesurez? Pardon, c'est la même question, mais voyez, c'est posé différemment. Alors déjà, la question de la mesure, elle est jamais complètement évidente. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte effectivement qu'en matière de marketing d'influence, le marketing d'influence est une brique et un moyen effectivement de toucher les différentes cibles que l'on souhaite atteindre, mais est complémentaire aussi d'autres médias, de médias offline et de prises de parole qui sont aussi offline. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart des marques que l'on accompagne, on se rend compte qu'il y a à peu près 6-7 points de contact avec la marque qui permettent de générer des ventes. Donc après, identifier quel est le levier qui permet de générer la vente directe, c'est un vrai sujet pour lequel on bataille à peu près tous les jours et ça occupe beaucoup de conversations et beaucoup d'échanges chez nos clients pour effectivement savoir quels sont les leviers les plus efficaces et quels sont les leviers qui ont touché et à qui on attribue la valeur la plus importante. Donc il faut bien comprendre que c'est un dispositif qui doit être forcément complémentaire.
L'enjeu du marketing d'influence, il est plutôt de se dire quelle est la perte, là pour le coup, qui est peut-être plus facilement quantifiable. Si on ne le fait, pratique pas. Si on ne le fait pas, exactement. Donc en fait, c'est plus un sujet à intégrer en termes de quelle est la valeur directe, même si on peut identifier cette valeur directe quand on fait appel à des influenceurs directs, on peut avoir l'incidence sur le nombre de ventes ou sur l'audience, sur le nombre d'engagements. En tout cas, il y a un vrai coût qui est celui de le fait de ne pas le faire, qui là pour le coup se mesure de manière drastique et qui est dramatique à remonter après. Ouais. Voilà. Alors Clément, justement sur cette mesure de résultat, il y a effectivement une notion de volume, mais il y a aussi une question de court terme, long terme. Ouais, effectivement. Donc, pour rebondir sur déjà les KPI, comment on mesure une campagne d'influence, il y a cette notion aussi de déjà on va compter les mensonges. On va commencer par l'activation. L'activation, déjà, on compte combien de personnes j'ai contactées, combien ont décidé de reprendre le message. Soit je les ai contactés en off, soit je les ai activés publiquement en disant réagissez. Donc déjà, on regarde un peu le taux de transformation de cette activation. Ensuite, d'un point de vue KPI encore, on a la notion de mention au sein des communautés ou des sphères informationnelles qu'on est allé cibler. Et ici, par exemple, on peut se dire combien de personnes reprennent mon message, mes éléments de langage, mon discours dans les communautés que j'ai ciblées ou j'ai voulu toucher. Soit on regarde ça sur le très court terme en disant voilà, les gens ont tout de suite réagi et ont mentionné. Donc là, quand je parle ils ont parlé de mon sujet ou mes éléments de langage, c'est cette notion de mots-clés. Je constitue un groupe de mots-clés, de thématiques, et les analystes vont aller dire, OK, ces gens-là, en tout cas, reprennent mes éléments de langage au sein de ces différentes communautés que j'ai ciblées, ou au sein d'ailleurs de communautés que je n'ai pas ciblées. Et enfin, l'aspect long terme, qui est moins dans la performance, mais qui rebondit un peu sur ce que Aymar disait. Et c'est cette notion, effectivement, de gens qui vont continuer de nous suivre ou continuer de rebondir sur nos sujets avec le discours ou les idées qu'on a lancées lors de cette campagne d'influence. Donc en fait, c'est le phénomène de la répétition qui est important. C'est ça. Alors là, c'est effectivement le phénomène de la répétition qui est important au sein de ces communautés qu'on a activées ou ces influenceurs qu'on a activés. La notion de répétition, elle compte aussi beaucoup d'un point de vue communication et marketing digital où et il y a dans la trame cette notion de killer content. On va y revenir. Et du coup, on y reviendra, mais la répétition. Alors, le temps file, c'est passionnant. Je vous propose d'avancer un petit peu. Je signale juste à ceux qui parlent dans la salle qu'en fait, il y a un écho qui est un tout petit peu de fond, qui est un peu désagréable. Donc voilà, merci beaucoup. Deuxième grand sujet que nous souhaitions aborder ensemble, c'est cet espace informationnel numérique. Comment fonctionne-t-il ? Il fonctionne à la base de l'attention, c'est-à-dire qu'il est saturé. Aymar me disait qu'il avait relu récemment les travaux d'un expert américain qui avançait la moyenne d'attention des gens sur les réseaux sociaux qui était descendue aux alentours de 3 secondes. 3 secondes. Voilà aujourd'hui la moyenne d'attention mesurée par les universitaires. Je suis bien placé pour vous dire que, par exemple, dans les chaînes d'information continue aujourd'hui, recalibrent en permanence leur format et le rythme de leur format sur cette problématique du temps d'attention. Récemment, il y a plusieurs, je ne vais pas les citer, mais il y a une ou deux chaînes qui ont revu leur schéma en intégrant davantage de ce qu'ils appellent du breaking news ou ils cassent en fait les rythmes en intégrant des flashs. Ces flashs sont intégrés de manière de plus en plus régulière et proche. C'est justement pour remobiliser l'attention des gens. Donc c'est vraiment un sujet clé. Cette équation de l'influence numérique, finalement, pour faire simple, et vous allez le développer, mesdames et messieurs, c'est de l'algorithme et des biais cognitifs, si je fais simple, de la techno et des cases de cerveau. Comment ces algorithmes créent de la valeur, comment on les adapte aux biais cognitifs, comment on fabrique de l'attention dans un univers saturé. Clément, parlez-nous, pour commencer peut-être, on pourrait rentrer par plein de biais différents, je vous propose de vous arrêter un petit peu sur ce que sont les algorithmes de recommandation qui fabriquent ce qu'on appelle des chambres d'écho. Alors effectivement, les réseaux sociaux aujourd'hui ont un problème, c'est l'abondance de contenu. Il y a beaucoup trop de monde qui poste beaucoup trop de choses sur ces réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Enfin, TikTok, c'est un peu à part, mais ils ont cette problématique. Il y a beaucoup trop de contenu et donc ils vont devoir recommander le contenu qu'ils jugent le plus pertinent pour vous. En tout cas, c'est leur discours. C'est le contenu qui est le plus pertinent pour vous. Il s'avère qu'on a découvert, et c'était assez évident, mais c'est le contenu qui est aussi le plus pertinent
pour eux en tant que plateforme, pour garder engagés sur la plateforme. Donc vous allez voir quelque chose qui vous paraît pertinent ou en tout cas qui vous donne une réaction émotionnelle. Et les algorithmes qui recommandent ces contenus sont incentivés ou encouragés à vous diffuser le maximum de contenu qui vous fera rester sur la plateforme. Ce contenu-là, du coup, il se spécialisent, en tout cas les algorithmes, ils détectent des profils et disent certains profils de personnes réagissent à certains types de contenus. Et donc ça a tendance à les mettre dans des bulles donc on appelle des bulles informationnelles, où quelqu'un qui s'intéresse à l'Égypte, par exemple, on peut se dire l'Égypte, il y a plein de facettes différentes, mais quelqu'un qui s'intéresse à l'Égypte aujourd'hui va soit tomber sur des contenus voyage, vacances, en les encourageant, les incitant à partir en vacances, soit ça va être des personnes qui parlent ou qui s'intéressent au printemps arabe, soit c'est des personnes qui s'intéressent à l'histoire de l'Égypte. Et donc ces gens-là se retrouvent dans des bulles informationnelles et ne se croisent pas forcément, ou en tout cas sont confrontés à des contenus très différents. La question aussi de comment je contourne ces algorithmes, elle se pose souvent, c'est comment je fais pour sortir de ces bulles, comment je fais pour contourner les algorithmes ou les dompter. En termes de réflexion, nous, on a quand même le sentiment que les algorithmes aujourd'hui, c'est un peu comme la météo. Vous n'avez pas forcément d'influence dessus, vous le subissez ou vous en tirez un avantage. Si un algorithme a tendance à beaucoup isoler une communauté dans une bulle informationnelle, l'idée c'est comment je fais pour rentrer dans cette bulle informationnelle, comment je fais pour parler à l'algorithme pour être diffusé auprès de cette communauté. Il faut jouer avec les règles du jeu. C'est les règles du jeu. Ouais. Comment faire pour... il y a deux façons de changer les algorithmes. Une façon, c'est très simple, c'est payer. Donc vous dites, moi je vais toucher cette cible-là, donc je paye. Du référencement donc c'est même de l'achat publicitaire. Et enfin, il y a une façon qui fonctionne quasiment pas, mais c'est aller influencer Mark Zuckerberg, prochainement Elon Musk sur Twitter, ou le gouvernement chinois sur Douyin et TikTok. Mais ça peut se passer à ce niveau-là où les gouvernements mettent la pression sur les réseaux sociaux et même sur les dirigeants des réseaux sociaux pour ajuster, changer les algorithmes et comment ils fonctionnent. Et d'ailleurs, ça fait l'objet en ce moment de beaucoup de débats autour d'Elon Musk qui promet de changer les algorithmes, de les rendre open source pour Twitter. D'inviter à nouveau Trump sur Twitter. Ça fait partie aussi des débats. Ouais. Clément, justement, vous êtes partisan comme Clément, en tout cas, de faire avec. Vous dites finalement les biais... ces chambres d'écho ou ces algorithmes dans le numérique, ils existent d'une autre manière ailleurs, et donc il faut les intégrer, mais ne pas être impressionné par eux en quelque sorte. Alors, c'est évident que l'algorithme en tant que tel, il façonne une certaine vision du monde quelque part, parce qu'effectivement, il vous plonge dans une bulle informationnelle qui est basée sur vos propres centres d'intérêt que vous avez vous-même auto-déclarés et que vous avez donné quelque part aux différentes plateformes. Donc l'algorithme interprète comme tel. En revanche, quand il y a eu des études, et il y a notamment des chercheurs qui sont pas mal positionnés sur ce sujet en disant que quelqu'un qui ne se fournirait en termes d'actu uniquement sur les réseaux sociaux et sur Internet serait de toute façon mécaniquement confronté à plus de sources que quelqu'un qui n'irait pas sur Internet pour se documenter ou pour s'informer. Donc en fait, quelque part, ça relativise un tout petit peu ce qu'on dit par rapport aux bulles de filtre, parce qu'en fait, le vrai enjeu, c'est la multiplication des sources d'informations que l'on peut avoir, et qu'à partir du moment où vous êtes sur les réseaux sociaux, même si vous êtes enfermé par l'algorithme dans tout un champ qui correspond à ce que vous souhaitez et quels sont les centres d'intérêt qui vous préoccupent, vous êtes de toute façon soumis à plus de sources que dans la vraie vie via les médias traditionnels. Donc en fait, quelque part, l'enjeu, il est quand même à relativiser par rapport à ça, et ce qui fait qu'en matière de marketing d'influence, l'enjeu, il est plus d'être capable de convaincre et d'influencer les différentes sources d'informations pour que ces différentes sources d'informations qui se retrouvent au sein des algorithmes et qui sont valorisées, du coup, reprennent la parole d'autorité quelque part que vous pouvez diffuser. Alors, ça c'est juste après, avant d'ouvrir ce chapitre. Non, mais évidemment, c'est le cœur du sujet. Juste avant d'ouvrir ce chapitre, Marie-Irène, vous privilégiez, vous êtes incité à privilégier des plateformes ou des algorithmes qui produisent de la donnée sociodémographique, m'avez-vous dit, car cela vous permet finalement d'avoir une vraie mesure de l'impact que vous pouvez avoir. En fait, l'avantage du digital et des réseaux sociaux, c'est le fait qu'on peut cibler.
C'est vraiment le marketing direct actuel, en fait. Le marketing direct des années 80 avec l'adresse, j'envoyais mon petit courrier. Maintenant, en fait, les réseaux sociaux nous permettent de cibler, comme le disaient mes collègues, c'est de cibler, je vends des couches pour enfants, de cibler les mamans qui viennent d'accoucher, etc. Ça, on peut le faire. Donc, c'est un gain de temps, c'est un gain en termes de performance économique, etc. etc. Après, je voulais juste revenir sur la notion de la répétition. Oui, pardon, bien, oui. La répétition, en fait, c'est vieux comme Hérode, la répétition fixe la notion. Et c'est d'autant plus vrai sur les réseaux sociaux. En fait, les recettes d'antan sont toujours les mêmes sur les réseaux sociaux. La seule chose, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations, donc il faut pouvoir émerger. En tout cas, il faut pouvoir répéter différemment le même message avec des sources différentes. Et les sources, certes, on a les influenceurs, on va venir et tout ça, mais comme chacun est créateur de contenu sur les réseaux sociaux, il faut prendre la diversité de ces créateurs de contenu, en tout cas, que ce soit même des salariés, par exemple, et que ça va très très vite. Et donc, voilà. Et donc, si ça va très très vite, c'est que du coup, il y a l'émotionnel qui arrive. Et l'émotionnel, c'est un biais cognitif qu'on viendra après. Ouais. Mais non, mais alors, on y vient, ça y est. J'ouvre le chapitre. Alors, parlons justement de ces biais cognitifs. Donc c'est biais, pour parler français, de culture, de sociologie, des déterminismes liés à votre âge, à notre sexe, à notre classe sociale, à nos émotions. Est-ce que nous sommes plus des êtres émotionnels ou rationnels ? Il est prouvé par des études scientifiques qu'un individu qui surfe sur Internet est davantage gouverné par ses biais cognitifs que par sa capacité de réflexion. Ça, c'est une donnée scientifique. Alors Clément, peut-on et comment fait-on pour détecter ces biais cognitifs ? Vous avez parlé tout à l'heure de mots-clés, mais je crois que vous voulez insister, vous, plutôt que des mots-clés, sur des thématiques clés, sur finalement utiliser davantage la complexité et l'intelligence, injecter de la complexité d'intelligence dans les technologies qui permettent de détecter les biais cognitifs. C'est ça, et donc il y avait vraiment cette notion, et on voit souvent des papiers scientifiques qui ont analysé ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, sur une campagne ou un sujet et un fait démocratique. Ce qu'il se passe généralement, c'est qu'on voit qu'ils présentent des outils d'analyse sémantique comme le Saint Graal qui a guidé leur analyse. Et ils vont retrouver des groupes de mots-clés et s'en contenter. Alors je ne veux pas minimiser ou réduire, mais je veux juste porter un point d'attention sur l'utilisation de ces outils sémantiques. Ils ne sont que renforcés, ils doivent être renforcés et aidés par l'analyse humaine. C'est un analyste qui est capable de dire ces deux mots-clés-là, ces deux sujets-là, en fait, font partie d'une même thématique. On peut les relier à une campagne d'influence qu'on a menée, on peut les relier à nos détracteurs, hein, on peut les relier à nos admirateurs. À nos admirateurs, ouais. Et on les appelle nos ambassadeurs aussi dans le monde du côté annonceur. Mais ce qui est important du coup, c'était ce point de les analystes, ils passent leur temps à regrouper finalement des prises de parole, des conversations sur le web, et en disant ça fait partie d'une même thématique, il faut les regrouper, et fort de ce regroupement par thématique, on peut ensuite en tirer des conclusions qui sont parfois pas disponibles si on fait juste des nuages de mots-clés ou des graphologies sémantiques. C'est vraiment ce travail de transformer cette visualisation sémantique en visualisation thématisée qui vient par le travail d'intelligence, d'analyste. Et d'ailleurs, ça rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le travail outil humain. Pour juste donner un ratio qu'on donne à nos clients, pour 1 euro investi en technologie, il faut investir à peu près 3 euros en temps passé par les personnes, internalisées ou externalisées à l'organisation. Mais c'est la clé des succès, la clé du succès dans le travail d'analyse. Et souvent, beaucoup d'annonceurs ou d'organisations ont tendance à surindexer sur la technologie et sous-indexer sur le travail humain. Ouais. Emma, vous me disiez ça aussi en préparant cette conversation. Vous me disiez, d'ailleurs, vous l'avez déjà un petit peu défloré ce sujet-là, ce point clé-là. Vous me disiez, c'est bien gentil de définir des messages, mais il faut surtout se mettre d'accord sur les objectifs et les moyens qu'on veut donner à ces objectifs. C'est ce que dit Clément.
Oui, tout à fait. Et avec une analyse préalable qui est vraiment d'identifier ces profils cibles que l'on cherche à atteindre, qui est aussi pareil, souvent un exercice qu'on ne fait pas toujours et qui n'est pas toujours très bien mené par manque de temps et par volonté de se focaliser sur les différents messages. Mais en gros, l'analyse de ces différentes cibles et de savoir tirer des profils, des portraits robots en fait, des cibles que l'on souhaite toucher pour comprendre quels sont leurs moyens de consommer ces contenus, qui sont-ils, quels sont leurs centres d'intérêt. C'est le meilleur moyen de pouvoir du coup capter leur attention parce qu'une fois qu'on les a analysés, une fois qu'on a compris ces modes de fonctionnement, on est capable du coup d'en déduire des messages qui sont d'autant plus efficaces et qui vont être capables de les atteindre. On appelle ça la méthode des personas, c'est-à-dire vraiment identifier quelles sont les différentes cibles de ma campagne. On détermine ces cibles-là, leur vie, la façon dont elles consomment ces différents contenus, qu'est-ce qui les intéresse, et de là, on est capable de déployer une campagne et de susciter de l'émotion, qui est le sujet peut-être alors suivant. Justement, émotion, Marie-Hélène, sur quelle, pour vendre, alors je sais que vous n'aimez pas ce terme, mais je l'emploie à dessein pour vous provoquer un petit peu, pour vendre vos services énergétiques, pour vendre du gaz renouvelable. Je sais que vous ne vouliez pas qu'on parle de gaz, je suis désolé Marie, mais non, je plaisante. Plus sérieusement, sur quel type d'émotion jouez-vous d'abord sur les émotions chez Engie? Sur quel ressort vous appuyez-vous pour construire vos campagnes d'influence? Est-ce que c'est la personnification? Est-ce que c'est l'émotion? Est-ce que c'est la rationalité, le coût? Dites-nous un peu comment sur quel levier vous misez. Alors, en fait, à notre niveau, au niveau de la direction générale, on n'est pas là pour vendre des produits ni quoi que ce soit. C'est important à dire. En fait, on vend une notion, on va dire, de vers quoi on doit tendre pour arriver à cette transition énergétique qui est ultra urgente. Donc, en fait, on vend pas, on doit expliquer le métier d'énergéticien, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est compliqué. Donc, pardonnez-moi, voilà. mais vous vous adressez à la bonne conscience de l'opinion publique. C'est pas la bonne conscience, c'est expliquer c'est quoi le milieu de l'énergie, comment ça fonctionne. Déjà, le B à bas, comment ça fonctionne. Pourquoi l'énergie, c'est important aujourd'hui dans nos sociétés? Parce que nos sociétés actuelles, sans énergie, on n'a pas la même vie. Donc là, c'est la rationalité. C'est la rationalité. On replace dans la pyramide de Maslow, en fait, le niveau, on en parlait tout à l'heure avec Clément, la notion d'énergie. Après, on va expliquer comment ça fonctionne en France et l'interconnectivité avec le monde, etc. Et après, notre vision de cette transition énergétique qui doit se faire par les énergies, pas uniquement, mais qui doit se faire par les énergies, le poids important des énergies renouvelables, et ça on doit l'expliquer. Et après, on choisit nos canaux sur le digital et nos différentes actions, que ce soit des campagnes de paid, des campagnes de own, de contenu ou des campagnes d'influence, en fonction du message et de la complexité du message qu'on veut faire passer. Parce que certes, l'attention est peut-être de 3 secondes sur les réseaux sociaux, sauf que quand on fait appel à des youtubeurs où leur vidéo fait 30 minutes, voire 45 minutes, voire 1 heure, avec des millions de personnes qui regardent, ça veut dire que l'attention, elle est là. C'est parce que cette personne-là est crédible, sait très bien raconter les choses parce qu'elle a les bons codes, etc. On a un Seb, par exemple, de Seb de l'Afrique, qui est un énorme grand storyteller, qui peut passer des heures à raconter une histoire qui peut-être n'est pas, on va dire, notre sujet favori, mais on se prend au jeu et on regarde, etc. Donc c'est comment suivant les objectifs qu'on a et les messages qu'on a à faire passer, quel levier on choisit. Alors vous me parliez en préparant ce débat, vous me citiez les concepts suivants: personnification, proximité, co-construction, intelligence collaborative. Exactement. Un mot sur ce biais-là. Aujourd'hui, sur l'e-influence, pour nous, il y a, enfin, en tout cas, il y a 2 grands piliers. Comme je le disais, en fait, comme toute personne sur les réseaux sociaux et créateurs de contenu, alors on a les grands influenceurs très marketés, les grands youtubeurs, les instagrammeurs et tout ça, mais on a aussi nos salariés. Et donc ça va du comité exécutif et la présidence aux salariés lambda. Et on est dans c'est une entreprise industrielle avec des ingénieurs et des ingénieurs techniques qui connaissent, mais vraiment parfaitement,
on va dire, leur métier, leur sphère ingénieur. Et qui sont des pros et des passionnés. Des pros, des passionnés, même des activistes pour certains, hein, qui sont vraiment, voilà, et qui ont eux-mêmes des cercles d'influence dans leur milieu d'expertise. Et en fait, le but, c'est, en tout cas, donc sur ce premier pilier qui est l'interne, c'est acculturer à la culture digitale. C'est extrêmement important. Comme j'ai dit, on est une entreprise industrielle et pas marketing, donc on revient un peu de loin, j'ai envie de dire. Et donc, il faut expliquer pourquoi c'est important. Mais non, en tout cas, c'est important d'expliquer c'est quoi la culture digitale, comment ça fonctionne, comment fonctionnent les algorithmes, comment fonctionne la veille, etc., pour après que les gens soient à même de communiquer avec les bons codes. Et après, c'est choisir, on va dire, nos partenaires, on va dire, pour faire passer les bons messages. Ouais. Aux Alors, bonnes cibles. Émar, émotion, imitation, répétition, j'ajoute jalousie, orgueil, flatterie, gourmandise, sexe, séduction. Quels sont les ressorts de vos campagnes qui cartonnent ? Alors effectivement, l'émotion, c'est l'axe le plus important. Et pourquoi ? Parce que l'émotion, en fait, est le seul moyen de favoriser la mémorisation. Donc influe sur le cerveau directement, et à partir du moment où on influe sur la mémorisation, on est capable de générer de la préférence de marque. Donc c'est pour ça que l'enjeu, il est effectivement de générer de l'émotion qui suscite de la mémorisation vis-à-vis des cibles. Après, il faut savoir que sur les émotions, c'est pareil, quand on les catégorise, il y a des catégories d'émotions positives, négatives, qui sont positives, qui sont négatives. C'est difficile de vous dire aujourd'hui, il faut utiliser tel ou tel type d'émotion. En tout cas, il faut comprendre que ces émotions, elles sont dans des catégories qui sont distinctes. Typiquement, la joie, la peur, le dégoût sont des émotions qui sont transculturelles, en fait, quelque part. C'est-à-dire que vous allez être capable de généraliser au niveau mondial, quelle que soit la culture, et qui répondent au programme affectif de l'individu. Or, il y a des émotions qui sont, par exemple, la honte, la culpabilité, qui sont typiquement des émotions qui sont de l'ordre social, de la norme sociale. Donc, qui vont être beaucoup plus difficiles à déployer et à utiliser dans le cadre d'une campagne qui est mondiale. Donc, l'enjeu, il est plus de savoir quelles sont les émotions que l'on va utiliser en fonction de la cible que l'on souhaite toucher, et du coup pour bien prendre en compte effectivement les besoins. Je me permets juste une assise. On voit en ce moment la manière dont les émotions sont utilisées par la communication, j'ai même envie de dire la propagande de l'Ukraine. C'est vraiment là pour le coup une machine qu'on voit. Donc c'est vraiment. J'ai utilisé ces différentes catégories parce que ce sont celles qui sont scientifiquement utilisées et répertoriées comme telles par notamment la publicité, qui est un formidable média qui fait appel à toutes ces émotions aussi. Vous vouliez dire, Marie-Irène ? Juste une chose, c'est que toutes les marques ne peuvent pas susciter de l'émotion. Toutes les marques ne peuvent pas susciter de l'émotion parce qu'elles sont intrinsèquement pas des love brands. Hein, on va être. Et en fait, l'émotion, on va la chercher du coup avec des influenceurs ou des personnes qui personnifient le message, parce que c'est des humains qui parlent à des humains, en fait. Et donc, c'est comme ça, en tout cas, que quand on n'est pas une love brand, on peut attirer et faire passer nos messages, en tout cas. Alors, justement, le message et son environnement, ou comment intégrer finalement, naturellement, finement, efficacement, un message précis ou un message qui est volontairement ciselé dans un environnement public. Donc, comment bien choisir les tiers de confiance, le mot a été employé tout à l'heure, ses porte-paroles aussi, les dirigeants par exemple d'Engie, ses influenceurs. On va parler peut-être des nouveaux journalistes. Vous avez cité tout à l'heure le nom d'un youtubeur, des gens qui sont parfois à 1000 lieues, soit du sujet que l'on défend, que l'on promeut, soit des préoccupations qui sont les nôtres. Question ouverte pour changer un peu de format, à vous trois. Est-ce que tout le monde, est-ce que n'importe qui peut être influenceur ? Qui veut Clément, est-ce que vous voulez ouvrir le feu sur cette question intéressante et à mon avis stratégique ? Alors, effectivement, le terme, je pense que Marie-Irène utilisait créateur de contenu, il reflète une réalité aujourd'hui sur les médias sociaux, invitent tout le monde à créer ou donne la possibilité de créer. Et ensuite, si on se positionne sur un influenceur, qui influence-t-il ?
Oui, effectivement, si on n'a pas une audience élargie sur les médias sociaux, on peut quand même convaincre, persuader quelqu'un d'être influent auprès de sa famille, son cercle familial, amical. Voilà, alors ça c'est vraiment rentré, et donc dans le marketing digital, on s'est même amusé à maintenant mettre des préfixes à influenceurs, donc il y a micro-influenceurs, nano-influenceurs, et on se donne ces notions de... on ne pourra pas toujours activer une youtubeuse beauté ou un youtubeur humoristique, ou quelqu'un sur Instagram. Il faut avoir cette notion de des personnes sont capables d'influencer à un niveau très local, dans des cercles qui peuvent aussi être très fermés. Je pense que même tout le monde dans cette salle a une influence auprès de certains cercles qui sont plus restreints que ou diffus dans le grand public. Et moi, quand on parle de mon influence, elle va probablement être dans le secteur dans lequel j'interviens auprès de mes concurrents ou auprès de certains de mes clients. Donc ça c'est la notion de est-ce que tout le monde peut être influenceur? Oui, quasiment, dès qu'on a plus de 13 ans et qu'on peut se créer un compte sur les médias sociaux, on a cette capacité potentiellement d'influencer sur une opinion, même jusqu'à un acte d'achat. Aymar, un mot là-dessus? Oui, un point, parce que c'est un point qui me semble assez important, effectivement, la catégorie des différents influenceurs dont tu parles Clément. Effectivement, tout comme on identifie des cibles qui sont différentes, avec des besoins qui sont différents, on identifie aussi des catégories d'influenceurs qu'il faut pouvoir analyser. Et c'est important de faire ce même travail, ce travail que l'on fait avec les différentes cibles qu'on souhaite toucher, il faut qu'on puisse le faire aussi avec ces influenceurs, pour être sûr de trouver quel est l'influenceur et la façon dont il fonctionne. Comment sélectionner le bon influenceur. Typiquement sur des nano-influenceurs qui sont des influenceurs à moins de 10 000 abonnés, on sait que souvent c'est des consommateurs qui sont passionnés. Donc c'est pas des consommateurs c'est pas des gens que vous allez rémunérer, c'est des gens qui vont travailler directement pour vous, qui sont des ambassadeurs de fait de la marque et qui sont parfois plus convaincus que la marque elle-même ou que les gens de la marque. Et ça, il faut savoir jouer avec ces gens-là et la façon dont ils consomment ces contenus et ce dont ils vont avoir besoin eux vis-à-vis de la marque et comment la marque va pouvoir les nourrir effectivement pour pouvoir faire leur travail directement. Vous avez la catégorie au-dessus, effectivement, des micro-influenceurs sur lesquels vous allez devoir les alimenter. Typiquement, on a des marques avec lesquelles on envoie des produits à ces influenceurs-là, on les bichonne quelque part et on les intègre dans l'histoire de la marque juste avec des produits. Parfois, c'est de l'A/B testing, c'est-à-dire de la vente de produits en amont par rapport à d'autres, donc un privilège de la marque qu'il aurait offert. Vient ensuite la catégorie au-dessus qui est supplémentaire, qui sont des influenceurs qui ont parfois moins de proximité parce qu'ils ont des communautés qui sont plus grandes. On va parler de communautés qui sont entre 100 000 et 500 000 abonnés. Ils ont une proximité mécanique qui est plus éloignée avec leur audience. Et ça, il faut le prendre en compte aussi dans la façon dont on conçoit les messages, donc la façon dont ils vont être eux-mêmes capables de les relayer. Et enfin, on a les super influenceurs, les méga influenceurs, les célébrités, exactement. Et avec eux, on va fonctionner dans l'approche qu'on va pouvoir avoir avec eux, on va se retrouver plus sur un modèle publicitaire. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont être rémunérés par la marque et on va être capable de faire du post sponsorisé, typiquement sur Internet. C'est-à-dire qu'on va être capable de les présenter comme des érigies de la marque et avec un modèle de rémunération. Et voilà. Parce qu'en fait, derrière la notion d'influenceur se pose la question de la méfiance et de la dépendance de l'influenceur, qui du coup fait ou pas autorité. Pouvoir relayer un message. La méfiance de l'influenceur, la dépendance que vous pourriez avoir vis-à-vis de l'influenceur. Exactement. D'accord. Marie-Irène, je pense que c'est important qu'on y revienne là-dessus, mais Marie-Irène, est-ce que vous intégrez dans ce ciblage d'influenceurs les pros, mais aussi les anti? Ou est-ce que quelle est l'éthique finalement que vous appliquez à la manière dont vous allez discriminer les influenceurs en quelque sorte? Si on prend les méga et les JK, influenceurs, de toute façon c'est très simple. Quand on les contacte et qu'ils ne veulent pas travailler avec nous, ils nous le disent. Donc au moins c'est simple en fait. Le contrat il est clair, c'est non, je ne veux pas travailler avec vous. Ok. Donc là, la relation est officielle, les cartes sont sur la table. Exactement, les cartes sont sur la table et donc c'est beaucoup plus simple. Après, il y en a où ils se demandent pourquoi, etc. Parce qu'en fait, la plupart des influenceurs, en tout cas avec tous ceux qu'on a travaillé, ils sont très, très investis de est-ce que ça va plaire à ma communauté ? Est-ce que ma communauté va être intéressée par ce que je lui raconte, etc. Donc c'est à nous, quand on ne vend pas un produit, parce que...
Enfin, on envoie des nouvelles baskets à un influenceur, il les met, il fait le post, c'est vu par tout le monde, on est content. Mais quand on a des sujets de fond, en fait, c'est un travail de longue haleine. En fait, c'est un travail sur le long terme, très relationnel, avec les influenceurs, avec leurs agents, parce que les plus grands ont des agents. Mais c'est des travaux qui peuvent durer pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, parce qu'au début, ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas le bon timing, parce que le sujet ne leur convient pas, etc. etc. Donc on apprivoise la manière de travailler avec l'influenceur, c'est pas automatique. Oui, en fait, c'est pas automatique. Alors, autant il y en a où c'est automatique, autant, mais souvent, c'est quand c'est des produits, quand on vend du produit, c'est assez automatique. De toute façon, on le voit sur leur feed Instagram, c'est je concours sur je concours pour gagner les nouveaux habits, etc., etc. Mais en tout cas, quand on a des sujets à faire passer, des sujets de fond qui prennent du temps, du coup, la relation prend plus de temps. Voilà. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est pas j'appelle, t'es dispo, tu me fais une vidéo ou un post Instagram sur ça, parce que faut expliquer. Et c'est important parce que si on veut qu'ils soient des ambassadeurs, au-delà du contrat qu'on a avec eux, faut expliquer les choses. Il y a un point sur lequel je voudrais que vous interveniez précisément, c'est on sait que les agences comme vous, par exemple, Clément et Aymar, vous passez parfois par des agents vous-même pour détecter ou comment dirais-je, entrer en relation avec des influenceurs. Vous voyez, donc il y a une couche supplémentaire. Alors, cette notion de discrétion, de carte sur table, ou alors comme disent de profil plutôt atténué dans l'action-réaction. Un mot sur ce sujet-là. Effectivement, enfin, c'est... Vous l'avez bien résumé sur cette notion. Il y a des intermédiaires, mais donc non, mais je vais développer sur notamment comment on établit cette relation. Oui, les agences sont des intermédiaires et vont généralement filtrer. Enfin, ils filtrent, ils cherchent à construire le brief pour le présenter à leurs clients, enfin leurs influenceurs, en leur disant voilà ce qu'on demande de toi, voilà le budget, voilà l'audience attendue, etc. Mais quelque chose d'important justement dans la construction de cette relation, c'est, et c'était la question aussi sur les listings ou les bases de données influenceurs, c'est important effectivement de noter, historiser les interactions qu'on a eues avec ces agents ou ces influenceurs en direct, mais aussi de noter ce qui les intéresse, c'est-à-dire ils ont évidemment une ligne éditoriale, donc ça c'est assez explicite, mais aussi en perso, où à travers leur agent, on peut aussi s'informer, se renseigner sur leur passion, leur équipe de foot ou de rugby préférée. Et pour les annonceurs qui ont du budget, généralement qui du coup sponsorise des équipes, et ben on peut dire ah bah tiens, lui il supporte Marseille, ça tombe bien, on sponsorise Marseille, invitons-le en loge VIP pour un match au Vélodrome. Et donc il y a l'aspect aussi se renseigner un maximum sur ces influenceurs, ces ambassadeurs. C'est un travail de fourmi, c'est un travail aussi qui crée une vraie relation avec ces gens-là. Ça demande aussi du budget du coup. En tout cas de la ressource humaine et du budget. Mais on se renseigne sur qu'est-ce qui les intéresse et qu'est-ce qui va nous aider à construire cette relation avec ces personnes-là. Parce qu'entre des moments où ils prennent la parole de manière assez contrôlée, encadrée avec la marque, il y a ces moments aussi où on veut qu'ils prennent la parole spontanément. À un moment de crise, par exemple, ou à un moment où ils ont un problème avec l'opérateur téléphonique, par exemple. S'ils ont un problème avec leur forfait, ou d'un coup ils font du hors forfait ou quelque chose, ou un problème de connexion, on préfère qu'ils se tournent vers nous discrètement et plutôt qu'aller tout de suite sur les réseaux sociaux et tacler. Et donc il y a une nuance et un point important aussi sur cette base de données, c'est encadré par la CNIL. Enfin, il y a des règles, on n'a pas le droit effectivement de mettre tout et n'importe quoi dans ces bases de données. Donc ça tourne autour de opinion politique, religieuse, orientation et sexualité. Donc ça, c'est des éléments qu'on n'a pas le droit de mettre dans la base de données. Parfois, les gens, même si c'est public et c'est connu, il faut faire attention à ne pas les mettre dans les bases de données. C'est assez facile une fois qu'on en a conscience, mais voilà, c'est un point. C'est un écueil sur lequel il faut être vigilant. Marie-Irène, qui sont les nouveaux journalistes dont vous me parliez, avec qui vous pouvez travailler de manière directe ou indirecte? Vous me citiez des noms qui pour moi sont inconnus, parce que c'est pas ma spécialité. Hugo Décrypte, Natou, Gaspard G, qui sont ces gens-là? Natou, c'est pas pour moi, c'est pas une nouvelle journaliste. Mais en tout cas, en fait, c'est que
aujourd'hui, les réseaux sociaux, comme on l'a dit, plateforme est le nouveau vecteur de communication et du coup d'information. Bien évidemment, il y a des jeunes qui arrivent sur le marché, qui ont des formations journalistiques, au lieu de rentrer dans une rédaction, on va dire, classique, créent leur propre médias en ligne. Et donc on a un Hugo Décrypte, on a un Gaspard G par exemple, et après il y en a d'autres, hein, on a du Datacora, des choses un peu plus spécialisées, etc., qui créent leurs médias en ligne. Donc c'est des nouveaux journalistes qui ont des codes journalistiques, qui ont des équipes de rédaction, et à côté de ça, ce sont des créateurs de contenu à la youtubeur, etc., donc qui mélangent deux systèmes, en fait, deux mondes qui sont un peu séparés, mais qui se rejoignent, etc. Et là aussi, c'est tout comme, et on en parlait, hein, le relationnel, les relations publiques avec des journalistes, ça prend du temps. Mais là aussi, ça prend du temps et il faut les informer, il faut les éduquer pour que l'entreprise devienne des références dans la matière dans laquelle elle veut être référente. Voilà. Alors, oui, vous vouliez compléter ? Juste un point par rapport à ces influenceurs. Effectivement, on a un phénomène qui est assez nouveau, qui est présent aux États-Unis et assez peu en France au final, notamment par cette relation qui est décrite et que vous décrivez, qui n'est pas toujours évidente avec les influenceurs, parce qu'effectivement, il faut pouvoir les accompagner, il faut bien comprendre qu'ils doivent être dans la même logique, le même intérêt, et en même temps lui laisser suffisamment de liberté et qu'ils se retrouvent dans les intérêts à défendre votre propre marque, tout en n'étant pas directement interne à l'organisation, donc avec cette vraie liberté et cette liberté d'action. Il y a un phénomène qui est nouveau, qui est du coup la création d'influenceurs virtuels. Il y en a de plus en plus aux États-Unis. Soit des influenceurs virtuels qui ont été créés par des organisations et qui du coup agrègent différentes communautés et qu'on peut utiliser dans le cadre de campagnes d'influence pour pouvoir toucher ses propres cibles. Ou alors un autre point, c'est des influenceurs qui sont créés directement par les marques elles-mêmes. On a notamment KFC avec le colonel Sanders, où la marque va du coup créer elle-même un influenceur virtuel. Il a la capacité, cet influenceur virtuel, c'est qu'il est maîtrisable en fait quelque part sur tous les contenus et dans toutes les formes de plateformes sur lesquelles il va être présent. Et c'est un phénomène qui est assez intéressant, qui est assez regardé. On voit aujourd'hui que les marques qui se posent la question de créer un influenceur virtuel génèrent un buzz à l'entrée, parce qu'en fait le fait d'assumer, de mettre en place une espèce de légende quelque part qui vient représenter la marque, c'est déjà un buzz et c'est déjà une action de communication en tant que telle. Et puis surtout, elle va être capable de se développer tout en maîtrisant les propres codes de la marque de manière assez simple et sans qu'il y ait cette non-maîtrise. Ce qui est intéressant aussi, c'est bon, déjà, ils dérapent jamais, ces influenceurs virtuels. Hein, on les retrouve jamais en soirée à 3h du matin en train de dire n'importe quoi sur les médias sociaux. Donc ça, c'est déjà un gros avantage. Mais du coup, ce qui manque, c'est l'authenticité. Enfin, moi, en termes de perf, il y a le buzz initial, mais là, on voit maintenant, ils essayent de créer des relations donc fictives, amoureuses, entre des influenceurs virtuels pour essayer d'entretenir un peu la sauce. Et donc, je pense que c'est une tendance intéressante. Maintenant, si ça arrive en France, est-ce que ça tient dans la durée Sur les sujets régaliens, c'est parfois difficile et dangereux à manier, à mon avis. Mais bon. Alors je vois qu'il nous reste... Sachant qu'il y a le sujet du métaverse qui va créer de plus en plus, parce qu'on va se prolonger, on prolonge le monde virtuel dans lequel on va se plonger. Donc je pense que cette notion d'influenceur virtuel qui est une capacité à recréer un influenceur dans le virtuel va au contraire peut-être se développer via ces nouvelles plateformes-là. Alors il nous reste une dizaine de minutes. Il était prévu qu'il y ait une série de questions-réponses. Avec la salle et les gens qui sont en ligne. Alors, soit on passe directement aux questions-réponses, je me tourne vers les organisateurs, soit parce qu'on n'a pas parlé de crise, mais on ne peut pas parler de tout, me semble-t-il. On passe aux questions. Donc le grand chef me dit qu'il faut passer aux questions-réponses. Donc je vous propose de prendre des questions dans la salle et puis je regarde les techniciens pour intégrer peut-être des questions en ligne. Merci de vous présenter rapidement pour qu'on puisse savoir d'où vous parlez. Merci beaucoup. Donc avant de poser la première question pour libérer la parole dans la salle, je tiens à vous remercier pour la qualité de vos interventions. Mériadec, pour ton animation hyper dynamique. Et juste oui. La personne, parce qu'il y a des gens qui je vais le faire. Et je tiens aussi à remercier Marie qui a organisé ce petit déjeuner et qui a parfaitement atteint les objectifs qu'on lui avait fixés. Et donc je suis le colonel Sanders du commandement de la cyberdéfense.
Et je ne suis pas un influenceur virtuel, mais j'ai une question à vous poser. La problématique qu'a les armées françaises aujourd'hui en Afrique, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à celle d'une marque qui aurait vendu à travers des catalogues par correspondance pendant des années des produits, voilà, notamment vestimentaires, et qui aujourd'hui se fait challenger par une plateforme de vente en ligne, sans la citer, qui a un modèle très disruptif, qui vient la challenger sur une zone d'influence traditionnelle. Elle avait des parts de marché assez acquises et facilement maîtrisables. Et aujourd'hui, on a une marque de musique classique qui nous challenge sur ces zones-là, avec un modèle très disruptif qui n'a pas beaucoup de règles d'engagement, vous en parliez. Nous, au contraire, on a un avantage comparatif éthique, mais on se fait quand même tailler des croupières et des parts de marché. Donc si vous deviez conseiller notre entreprise de vente en ligne par correspondance sur cette reconquête des cœurs et des esprits, notamment en Afrique francophone, qu'est-ce que vous nous conseillerez, les 3 priorités du moment? Et j'ajoute, avant que vous répondiez, vous voyez, il y a aussi dans le monde institutionnel des gens pragmatiques et efficaces. Alors, faire une recommandation à un brief comme ça en instantané, c'est toujours un exercice compliqué en termes de... pour répondre sur les piliers et les priorités d'investissement et rester dans la métaphore, typiquement, souvent quand on ne voit pas venir le concurrent qui est plus fort en digital, qui lui, du coup, a compris certains codes que nous, on n'a pas forcément anticipé ou vu venir, ça va passer par, les gens, enfin les équipes, les personnes, ont-elles cette culture digitale, comprennent-elles comment se comporte le concurrent? Et donc il y a évidemment comprendre leur attitude, mais comprendre aussi leur façon de penser, de raisonner et d'aborder leur entrée sur le marché. Pourquoi est-ce qu'ils ont autant de succès? Est-ce que c'est souvent, c'est culturellement, en digital, en e-commerce, ils ont compris le sujet. Il y a un deuxième point ensuite, c'est l'investissement en capital. Et là, c'est là où la métaphore sur l'e-commerce se tire un peu, mais quand les grands distributeurs e-commerce ont commencé à vite conquérir des parts de marché, c'est parce qu'ils avaient réalisé les freins à l'achat. Typiquement, sur les catalogues, il y avait un frein à l'achat qui était les gens n'aiment pas payer la livraison. Et c'était vrai en e-commerce. Et donc l'e-commerce a dit, OK, on investit massivement dans notre infrastructure de façon à ce que les gens ne payent pas pour la livraison. On fait disparaître ces coûts de livraison. Et donc investir dans les bonnes équipes, mais aussi dans les bons outils, de façon à s'équiper comme le concurrent, c'est aussi une façon de réagir à cette intrusion d'un nouvel acteur sur le marché. Et enfin, dans les leviers émotionnels ou les leviers d'influence auprès d'une cible qui a déjà été acquise ou qui nous connaît bien, il y a ce côté nostalgie des bons souvenirs, nostalgie des bons moments ou des bonnes réussites. Et là aussi, il y a cet aspect, oui, il y a des nouvelles solutions, oui, il y a des nouveaux comportements, mais rappelez-vous aussi tout le bien qu'on a pu faire, rappelez-vous la relation long terme qu'on a établie. Et il y a ce côté, la modestie en marketing digital, elle est souvent feinte. On fait semblant d'être modeste. Le but du jeu, c'est quand même de appuyer au maximum nos avantages et les répéter. Et il ne faut pas que les équipes de marketing digital ou les équipes marketing en général, il ne faut pas qu'elles soient modestes. Il faut qu'elles forcent leur avantage. Il faut qu'elles insistent dessus. Et certaines organisations, certaines institutions qui étaient établies ont souvent ce côté, bon ça tout le monde le sait, on n'a pas besoin de le répéter, on n'a pas besoin de le redire. Et ça c'est un aspect aussi qui relate à la culture des équipes, mais attention, la modestie, quand on est en phase de guerre concurrentielle, c'est pas le moment d'en avoir, il faut, faut aller au combat. Reco minute, mais à vous. Non, moi je suis pas une agence.
Moi, je vois 3 points, et ils sont assez théoriques, effectivement, parce que c'est complexe sans identifier la cible de manière précise et sans faire toute la méthode des personas et l'analogie avec ce qu'elle consomme et quels sont les contenus. Mais je crois pour un institutionnel, la capacité de se positionner comme un acteur de confiance, c'est quelque chose qui est quasiment établi, en tout cas qui doit être continué, prolongé, et qui peut se poursuivre. Deuxième point, c'est assumer un discours de preuve, parce qu'il y a déjà des actions qui viennent nourrir ce capital confiance que vous avez, et parfois il suffit juste de le faire savoir et de le représenter et de le communiquer en fait, de manière assez simple, avec des contenus. Et ce discours de preuve, il doit être construit avec des contenus qui sont non pas intéressés, mais intéressants pour la cible. Et ça, je pense que c'est aussi un positionnement et une prise en compte qu'il faut vraiment être capable d'intégrer dans la réponse au brief, entre guillemets, qui est fait. Et enfin, troisième point, parce que c'est aussi la forme, la façon dont on communique, la régularité et j'ai envie de dire l'engagement, il est aussi par une production et une alimentation de contenu qui doit être fidèle. C'est-à-dire qu'en gros, et ça on le conseille souvent à nos clients, quand on souhaite aller sur une nouvelle plateforme, l'enjeu, il n'est pas de faire un coup une seule fois et de se positionner sur cette plateforme. Ça demande un engagement de régularité. Donc, il faut être bien capable d'identifier quelles sont les ressources que l'on a et d'être capable de tenir sur la durée. Parce que cet engagement dans la durée, il crée cette fidélité et il est synonyme de confiance, en fait. Et du coup, il travaille au capital confiance que vous pouvez avoir. Je vais compléter, du coup, parce que tu m'as facilité la vie. En fait, et surtout, faut continuer l'ADN de l'institution. Il ne faut pas être dans une disruption tout le temps. On va aller sur des nouveaux canaux, donc on va prendre tous les codes des nouveaux canaux et tout ça. Il faut respecter l'ADN, alors surtout dans des métiers comme les vôtres où il y a de l'expertise, etc. Il faut respecter l'ADN parce que les gens croient en ça. Et en termes, on va dire, d'accompagnement des équipes, à travailler avec des créateurs de contenu, c'est une certaine lâcher-prise en termes de communication. Parce que l'influenceur, enfin le créateur de contenu, il va expliquer les choses, si on travaille avec lui, avec ses mots, avec la façon dont il raconte les choses, etc. Et pas de la façon dont nous, entreprises, nous, institutions, on veut qu'il le raconte comme nous, on le raconterait. Et ça, c'est une forme de certain lâcher-prise qu'il faut faire comprendre, en tout cas au sein d'une organisation, en disant... C'est normal parce que ce n'est pas nous qui parlons, c'est quelqu'un qui parle de nos sujets avec ses mots parce qu'il sait que sa communauté va comprendre ce qu'il dit. Et ça, cette forme de lâcher-prise, et je pense que c'est quelque chose d'assez difficile pour des entreprises dites, on va dire, classiques qui ne sont pas des pure players de la tech ou du digital. Et ça prend du temps, en tout cas. Et c'est aussi un point du coup sur l'international. Je pense que c'est chaque pays, chaque territoire a ses us et coutumes, ses usages aussi. Et en tout cas, quand les décideurs sont en France, on a tendance à penser que le modèle de prise d'information, le modèle de diffusion aussi de l'information, de qui est influent, le poids de certaines thématiques dans l'opinion, on a tendance à penser qu'elles sont à peu près calcables sur tous les territoires. Finalement, il faut à chaque pays avoir cette notion de comment est cette médiasphère et comment se diffuse cette information, comment est-ce que je vais pouvoir actionner des influenceurs dans un pays où il n'y a pas forcément la même connexion 5G, 4G sur l'ensemble du territoire, ou dans un pays où, par exemple, il n'y a pas les règles démocratiques, et le journalisme n'est pas aussi libre qu'en Europe de l'Ouest. Et donc il y a ces notions-là aussi de dire comment est-ce que je travaille dans des environnements qui ne sont pas les mêmes que la France, et donc du coup, les réflexes que je pourrais avoir acquis sur un territoire, je ne peux pas toujours les calquer sur un nouveau marché, un nouveau territoire. Voilà, excellent. Merci pour la dernière question. Je sais pas, il nous reste, on peut continuer un peu? On va prendre celle-là, puis il y a une question en ligne après. Bonjour, capitaine Jérémy, comme Cyber également. Pour reprendre un peu la métaphore du colonel Sanders, sur cette plateforme de e-commerce, si on devait mener une campagne de 3 mois, à combien est-ce que vous estimez le volume de produits que vous pousseriez par semaine? Et quand je dis volume de produits, je parle articles, vidéos YouTube, tweets, posts, publications Facebook, Insta, etc. Ça va être une réponse de Normand parce que ça dépend effectivement de l'environnement informationnel dans lequel vous souhaitez intervenir.
Donc je vais pas pouvoir répondre sur le volume d'articles, mais je peux parler d'une bonne pratique. Ça va être la notion de créer quelques contenus clés qui doivent rentrer en résonance avec les communautés que l'on cible. Mais cette notion de ce contenu-là, il doit contenir les messages clés, mais ensuite il doit pouvoir être découpé ou réorganisé de façon à ce que la répétition soit sur un message clé, mais les images ou les influenceurs ou les porte-paroles puissent être différents. Donc il ne faut pas forcément penser volume de production de posts ou de vidéos ou de photos ou d'articles à proprement parler. Il faut penser quels sont les messages clés et ensuite de quelle façon je peux les adapter, les diviser, les recycler en quelque sorte pendant 3 mois pour faire cette répétition en disant, voilà, j'ai d'abord, on en parlait tout à l'heure, côté NJ, il y avait ce côté, le film institutionnel ou la grande publicité qui est faite pour une diffusion cinéma, télé, mais c'est ensuite se dire, ok, comment moi je le découpe pour que ça passe bien sur TikTok, parce que ça fait 20 secondes, 30 secondes, ça parlera bien à cette communauté-là. Comment est-ce que je prends les personnes qui étaient présentes dans ce format-là pour les faire intervenir sur des stories, sur des interviews, et donc il faut vraiment penser messages clés, qui sont mes intervenants, comment je relais ça, et ensuite comment est-ce que je peux découper, recycler ces grands messages. Parce que sinon, c'est trop dur de dire 300 ou 4 articles à cette question. Sauf Alors, si... En fait, oui, il y a le nombre de messages, mais c'est surtout à qui on veut parler et qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent. Et à partir de ce moment-là, quand on a le message, donc, qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent et à qui on veut parler, on choisit les canaux. Voilà. Et sans doute, on n'ira jamais sur TikTok parce que c'est pas là où sont les personnes avec qui on veut échanger. Peut-être qu'on n'ira jamais sur Facebook, on n'ira jamais sur Instagram, peu importe, et tout ça. Et à partir de ce moment-là, c'est une fois qu'on sait à qui on veut parler, qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent, qu'on choisit le bon diffuseur, et peut-être un seul contenu suffira, et c'est la répétition, notamment soit par l'achat média ou soit par la diffusion de différents canaux du même contenu qui fera l'affaire. Et donc, c'est réponse de Normand. Voilà. Alors, on va prendre une dernière question qui nous a été posée en ligne. On parle effectivement depuis le début des réseaux sociaux et des médias traditionnels, de la dichotomie entre réseaux sociaux et médias traditionnels. Est-il possible aussi d'inclure dans ce débat l'infosphère importante des webzines? Et si oui, comment et avec quelle efficacité? Oui, tout à fait, parce que ça fait partie des formats. Et en fait, la spécificité de ces formats-là, c'est qu'en fait, la teneur du format en lui-même est déjà une forme de communication. Typiquement, quand on utilise et qu'on publie via un livre blanc, on donne quelque part déjà un niveau d'autorité au contenu en lui-même. Et c'est un des points d'ailleurs qui est assez important dans la mise en place d'une campagne. Donc du coup, dans la création de contenu, c'est le choix des formats qui vont être utilisés. Et le choix du format, quand j'utilise un podcast, en fait, je communique déjà sur mon intention qui est de diffuser du contenu lent, intelligent pour une cible qui va devoir prendre du temps. Donc effectivement, le format de webzine qui est un format particulier à exploiter, il y a cette réflexion effectivement, et on est passé peut-être vite sur ce sujet-là, mais sur les différents choix de formats que l'on utilise, parce que l'utilisation de ces choix de formats disent déjà quelque chose sur la communication que l'on souhaite donner au final. Alors je crois qu'il est temps de conclure ce moment passé à rentrer dans les subtilités, les complexités, les arcanes du marketing digital vu de la fenêtre des acteurs du privé. Je voulais remercier très chaleureusement les 3 experts qui ont bien voulu jouer le jeu de la conférence publique malgré leurs contraintes respectives. Donc je remercie vraiment à nouveau Marie-Irène Rochette. Je rappelle que vous êtes donc social media et influence manager chez Engie. Je remercie également Aymar Leclerc, fondateur et dirigeant de l'agence digitale Hector. Et je remercie évidemment Clément Brigier, dirigeant et cofondateur du cabinet de conseil digital Insighters. Et évidemment, je remercie les co-organisateurs de ce moment très, très intéressant. À nouveau
le cabinet Avisa Partners, et son partenaire, donc le commandement de la cyberdéfense française. Merci à vous, et j'imagine que vous pourrez trouver toutes ces informations et les contacts des gens sur les réseaux sociaux. Oui.